beaucoup de nous avoir rejoints. Hop, voilà, c'est bon. Donc bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce 5e rendez-vous du Conseil scientifique. Donc aujourd'hui, il sera animé par Marilyn, Marilyn Spetch, Marilyn Canou, justement, Marilyn, justement, je ne savais pas lequel des deux était ton nom de famille. Par mail, c'est Spetch, ici c'est Canou. Euh, euh, donc c'est le 5e rendez-vous du Conseil scientifique et encore une fois il est enregistré comme tous les autres rendez-vous du Conseil scientifique. Ils sont tous disponibles sur notre chaîne YouTube, une playlist qui est spécialement créée pour les rendez-vous du Conseil scientifique. Sur la première heure, je serai présent à partir de 13 h. Malheureusement, je vais devoir rejoindre une autre réunion. Donc, ça sera Frédéric Tatou qui prendra le relais si jamais il y a besoin d'animer le temps des questions. Donc, Marilyn, il me semble que on s'était dit à peu près 45 minutes de présentation où je te laisse adapter un peu ta présentation et ton choix. Juste, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir à la fin un temps de questions ou un temps d'échange, en tout cas avec les membres qui sont présents. Voilà, bah écoute Marilyn, je te laisse te présenter et puis partager ton écran et commencer à nous présenter tes résultats de recherche. Très bien, ben, bonjour à tous et je tiens à remercier donc la FPCN de m'avoir accordé ce temps auprès de vous membres du Conseil scientifique, hein, et sur cette chaîne de conférences. Donc je vais partager mon écran pour que nous ayons une vision. Alors je suis désolée, il y a un petit changement qui va s'opérer au moment du partage. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran de présentation avec Non, le diaporama? là on voit pas le diapo, Marilyn. On voit que les caméras. Faut que tu partages bien la fenêtre en question. Et moi, il faut que je partage la fenêtre. Ça, c'est Teams. Commence. Je fais la manip. La fenêtre. Super. Ça marche. Ça fonctionne? Ouais, Mhm. on est bon. Parfait. On est bon. Eh bien, bonjour à nouveau. Je me présente rapidement. Je suis Marilyn Canouspech. Donc, je travaille à l'université Paris-Cité au laboratoire CERMES 3. Et ce laboratoire étudie donc la santé sous 3 angles, l'angle de la gouvernance de la santé, santé publique et santé globale. Alors, je préside un think tank, le think tank Rescure, qui s'est donné pour objectif de rassembler les acteurs des risques et des crises pour porter à l'attention du plus grand nombre des points de vue et des analyses scientifiques. Donc, il propose notamment à la lecture des articles courts dans un journal numérique qui est mensuel, qui s'appelle le journal Rescue. Alors, cette conférence, Océan Indien, une gouvernance à haut risque, se fonde notamment sur 2 idées que je souhaitais porter à la discussion. La première idée vient de la conception de l'océan Indien au regard de son rôle géopolitique et dans les relations internationales. On peut parler de 2 conceptions différentes et coexistantes, hein, l'une en termes de ressources et de rapports de force, et l'autre en termes de liens dans les relations économiques et culturelles entre les populations des territoires de l'océan Indien. L'idée est de questionner l'impact de chacune de ces conceptions sur les formes de régulation de l'océan Indien et de ses territoires. Et la seconde idée porte sur la régulation des risques et des crises, sur les stratégies de coopération possibles, dans la gouvernance des risques et dans les crises, dans la définition des interventions et dans la définition des moyens de ces interventions. La régulation des risques et des crises s'inscrit elle-même dans les conceptions géopolitiques et de relations internationales. Et ce n'est pas sans conséquence. Donc la question d'ensemble que j'ouvre est celle de l'inscription de la régulation des risques et des crises de façon cohérente et positive dans un cadre géopolitique et de relations internationales propice et supportif
ou pas? Comment en effet articuler la régulation des risques et des crises avec les modèles géopolitiques et de relations internationales en considérant l'impact de ces modèles sur la région et ses pays? Donc je sais que nous aurons un moment d'échange ensuite qui sera tout à fait voilà, intéressant, je l'espère en tout cas. Donc pour commencer, c'est bien la protection des océans qui est en question. Cette conférence donc s'inscrit dans les préoccupations actuelles concernant les océans et leur protection. Donc, Marilyn, on ne voit Pardon. pas ton PowerPoint défiler. Je crois qu'il est figé en tout cas sur cette première page. Est-ce que tu as bien fait défiler tes slides? Oui, absolument. Je Ah, suis sur la deuxième page là du est-ce défilement. que tu veux que je partage tes slides au fur et à mesure? Alors, Parce que je j'ai veux l'impression que bien, oui, parce que là, visiblement, on a un souci de défilement. Parce que moi, je suis sur la bonne page, donc il a... est-ce que tu veux essayer une J'aimerais dernière fois de fermer et de rouvrir pour voir si ça défile bien? Et puis sinon, je partagerai, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai deux écrans, donc je peux faire les deux en même temps. Je repartage. Voilà. Est-ce que le défilement fonctionne? Alors, Oui, euh, oui, attendant a le défile. priori, oui. Là, Là, je oui, suis... bah voilà, c'est bon, Oui, oui, là, super, ça marche. parfait. Bon, là, ça marche. Donc, je reprends, pardonnez-moi. Donc, pour commencer, donc c'est bien la protection des océans qui est en question. Donc, cette conférence s'inscrit dans les préoccupations Je ne sais actuelles pas si je suis le concernant... seul, mais j'ai un écran avec MC et rien d'autre. Est-ce que c'est dû à Je ma pense que c'est propre toi, confusion? Philippe. Est-ce que tu veux essayer de ressortir et rentrer pour voir? Ouais, désolé, hein. Pas de souci. En tout cas, moi, je sais pas pour les autres, mais moi, ça défile bien. J'ai l'impression que. Moi aussi. Ouais, ouais, non, non, ça défile bien. Écoute. Écoute, tu peux reprendre, hein, Marilyn. Il devrait Je vais revenir. reprendre. Comme je sais que la vidéo est coupée ensuite, je me permets de reprendre au début de cette slide. Comme Mhm, ça, toi, tu pourras faire le découpage voilà, pas de et souci. enlever les parties qui sont moins pertinentes. Donc, désolée pour la petite répétition, c'est pas très long. Donc, pour commencer, c'est bien la protection des océans qui est en question. Donc, cette conférence s'inscrit dans les préoccupations actuelles concernant les océans et leur protection. Le sommet des océans de Nice nous rappelle l'importance de cette question. En mars 2023, donc 115 pays étaient signataires du traité visant à protéger les océans. En mai 2025, 21 pays seulement avaient ratifié ce traité pour sa mise en œuvre. Il y a là une difficulté à surmonter. Concernant l'UE, la France a bien ratifié le traité, mais pas l'Allemagne, l'Italie ou encore la Belgique. Les grands pays industrialisés non plus, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni, par exemple. Et dans ce contexte, une des surprises de Trump est d'avoir annoncé le lancement de l'exploitation des fonds marins. Dans le même temps, la Grande-Bretagne a rendu la souveraineté de l'archipel des Chagos à l'île Maurice, mais avec un bail pour Diego Garcia. Donc les enjeux de négociation sont donc importants. Il s'agit de trouver un équivalent du traité de l'Antarctique de 1959. Cela concerne 71% de la surface du globe. En 2100, l'augmentation de 4 degrés des océans sera très probablement atteinte et 75% de la population vivant au bord des littoraux sera alors concernée par les impacts de ce réchauffement. La protection concerne donc les fonds marins, la colonne d'eau et soulève trois problématiques interdépendantes. L'exploitation des fonds et les puits de carbone, l'exploitation des ressources halieutiques et la surpêche, les transports maritimes et les pollutions. La protection des océans pose une question de géopolitique, de relations internationales et de souveraineté, en même temps que des questions combinées de préservation et d'usage. Au-delà d'un traité, c'est dans le détail le pilotage d'un baromètre, le contrôle des océans et leur régulation qui sont questionnés. À partir des enjeux des zones économiques exclusives, je vais tenter de montrer en quoi un ordre mélien engendre aujourd'hui des risques de balkanisation et des foyers de tension en expansion.
Je parlerai ensuite des enjeux environnementaux dont la régulation est considérablement entravée par cet ordre mélien. Et j'illustrerai enfin ce propos par des résultats d'enquête menés notamment à La Réunion et à Madagascar. Et je conclurai sur l'opportunité d'une possible stratégie de puissance d'équilibre contre l'ordre mélien à partir d'une gouvernance réorientée par un paradigme culturel syncrétique. Alors, en géopolitique, tout d'abord, l'océan Indien est principalement considéré comme une zone économique stratégique. Économique par l'importance de ses ressources, stratégique par la criticité de ces mêmes ressources pour les sociétés. Ce qui fait l'importance de l'océan Indien est ainsi son rôle de pourvoyeur nécessaire à des modes de vie qui sont recherchés et choisis. Alors, en termes de besoins alimentaires, par exemple, en termes de demande pour les biens de consommation, en termes de cadre de vie pour les câbles de communication ou les matières premières nécessaires au développement technologique, et en dernière instance, en termes de volonté culturelle à propos des savoirs et notamment des langages. L'océan Indien est ainsi d'abord considéré comme une ZEE, deuxième ZEE du monde pour la France, dont 25% dans l'océan Indien, troisième plus grand océan du monde, plus grande route maritime commerciale, 50% des réserves mondiales d'hydrocarbures et en uranium, 75% des ressources en diamants, 50% des ressources en or et en gaz, 30% des transits européens en énergie, notamment avec les littoraux d'Oman. Donc, les relations entre pays et régions sont ainsi pensées en géopolitique, comme des rapports de force, si ce n'est des rapports de puissance, à travers des classements économiques, technologiques, culturels, par exemple, et des rapports de richesse qui font l'objet d'une compétition. Ces rapports sont centraux dans toutes les relations. La France et les ministères des Affaires étrangères et des armées en particulier considère alors plutôt l'Indo-Pacifique dans son ensemble au vu des acteurs en lice. Il est donc assez délicat, dans un premier temps, d'isoler l'océan Indien du Pacifique, tant les interconnexions géographiques, historiques et géopolitiques semblent tissées. Toutefois, l'océan Indien peut être considéré comme une unité. En effet, dans le cadre géopolitique, il est caractérisé par des ressources et des voies commerciales qui font l'objet de politiques de puissance de la part de l'Inde, de la Chine, des États-Unis et de la France principalement, mais pas uniquement. Il est au cœur des relations internationales pour ces pays. Il est considéré comme un espace hautement stratégique, convoité par des puissances rivales. C'est pour la France l'origine de la valeur des territoires outre-mer. Pour les États-Unis, le rôle névralgique de la base militaire de Diego Garcia. Pour la Chine, l'espace maritime de la Belt and Road Initiative de 2013. Et pour l'Inde, un espace de concurrence pour son modèle nationaliste de développement économique et culturel. Cette représentation de l'océan Indien engendre des stratégies d'acteurs qui considèrent jouer dans un monde mélien. Alors, c'est-à-dire un monde dans lequel la justice ne s'applique pas entre deux puissances inégales. Le dialogue mélien, c'est un dialogue entre les Athéniens et les Méliens. Donc, c'est un dialogue présenté par Thucydide dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse. Cette guerre confronte donc les cités de Sparte et d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, Mélos, c'est une petite île dans le sud de la mer Égée et elle est située de façon stratégique à l'est de Sparte. Et le dialogue se déroule comme suit. Donc, les Athéniens menacent les Méliens de détruire leur cité s'ils ne se soumettent pas et s'ils ne payent pas un tribut. Les Méliens demandent de respecter leurs droits, de rester neutres et font appel à la compassion et au sens de la justice des Athéniens envers une petite cité qui est pacifiste et qui n'a pas beaucoup de moyens de se défendre.
Et ce à quoi les Athéniens répondent que la justice ne s'applique pas entre puissances inégales. Et donc, ils vont encercler et isoler Mélos, ils vont affamer la population par un siège, puis, lorsque la population va se rendre, ils vont tuer les hommes en âge de se battre et réduire les femmes et les enfants en esclavage. Alors, on peut noter que la guerre du Péloponnèse va se solder par l'effondrement d'Athènes. Mais dans l'océan Indien, les puissances ne sont pas en guerre, mais en tension. Donc les États-Unis, l'OTAN et l'Europe disposent de bases militaires et d'accords de coopération. L'Inde et la Chine rivalisent autour du détroit de Malacca et de l'axe de navigation allant de Shanghai à Rotterdam, à travers des accords économiques et politiques. L'ONU tente de trouver un accord global. Quels sont les impacts de ces stratégies en termes de risques et de crise? D'abord, l'entropie et l'instabilité engendrées sont propices aux menaces. Ensuite, elles sont propices à l'expansion des radicalités. Et ces deux aspects représentent finalement les véritables défis de la régulation des risques et des crises. Donc la criminalité et les radicalités se développent et occupent l'espace des coopérations. La position mélienne a comme extrême la piraterie, les vols et attaques en mer, les trafics illégaux, la criminalité des pêches et des pollutions, la persistance des exploitations illicites. Finalement, cette position mélienne envenime les conflits et aggrave l'expansion du terrorisme, présenté comme la seule alternative pour la résistance, la révolte ou toute lutte politique. Alors, quand on parle d'expansion, on désigne les effets pervers de l'influence, des manipulations qui extrémisent et clivent les positions de chacun autour de rapports de force. Donc, par exemple, à partir des foyers syro-irakiens et de l'AFPAC, la communication et la structuration de cellules, que l'on voit sur la carte, engendrent finalement un réseau ou tissu d'action coordonné. Une idéologie guerrière se propage et les actions se renforcent les unes les autres et peuvent être projetées sur des cibles désignées, même des cibles éloignées. Donc, en poursuivant, une autre conception que cet ordre mélien peut-elle entrer en jeu? Au-delà des discontinuités, les territoires sont en effet également des carrefours et l'océan Indien est traversé d'interconnexions. Donc les pays apparaissent alors sous un angle géographique, historique et sociétal. L'espace géographique est défini par des frontières historiques et politiques, articulées à des frontières ethniques et linguistiques. Les héritages historiques sont portés par des grands événements, catastrophes naturelles ou épisodes de conflits intenses, qui scandent des périodes de stabilisation dans le fonctionnement des sociétés. Selon une orientation plutôt constructiviste et néo-réaliste des relations internationales, on peut se focaliser sur l'océan Indien et du point de vue de la France, le comprendre comme un espace de tension entrecroisée engendré par des foyers de crise malheureusement aujourd'hui enquistés. Alors, 4 sous-régions peuvent être considérées. D'abord, le Mashrek. On peut considérer cette unité à partir d'une longue histoire, donc le royaume de Canaan, pour remonter très loin, avec ses peuples régionaux, donc hébreux, philistins, pour Palestine, Philistine, sémites, égyptiens. Mais on a également assyriens au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, grecs avec Alexandre le Grand au 1er siècle avant Jésus-Christ, byzantins avec Constantine, conquête arabe, conquête ottomane, et puis on arrive en 1916 aux accords Sykes-Picot, et enfin à l'histoire contemporaine et à ses conflits. Donc le golfe Persique et d'Oman avec le détroit d'Ormuz,
La mer Rouge et le golfe d'Aden, avec le détroit de Bab el-Mandeb, sont alors mis en péril par des ambitions, en particulier iraniennes, et l'instrumentalisation des rancœurs israélo-palestiniennes par des réseaux, je vais les appeler très rapidement, ne m'en veuillez pas salafistes, et réseau des frères musulmans qui s'expriment frontalement au Yémen, en particulier aujourd'hui. De l'Iran à l'AFPAC, donc Afghanistan-Pakistan, le grand jeu met côte à côte les héritiers chiites de l'Empire perse, donc sassanide et safavide, et ceux sunnites des régions du Turkestan, du Khorasan et de la Transoxiane. Donc, la révolution iranienne de 1979 et les héritiers de la géopolitique russe et anglo-américaine sont également à leur côté. Donc, la menace d'une convergence pèse aujourd'hui lourdement sur les tentatives de résolution des conflits dans cette vaste région à l'instabilité aujourd'hui tout à fait notoire. Concernant l'Inde et l'Asie du Sud-Est, donc l'Inde et l'Asie du Sud-Est comptent avec une présence très forte de musulmans sunnites, malgré un long passé syncrétique, principalement donc au Brunei, en Indonésie, en Malaisie. En Birmanie, donc aujourd'hui Myanmar, au Cambodge, aux Philippines, à Singapour, en Thaïlande, au Timor oriental et au Vietnam, la majorité des populations reste l'héritière du bouddhisme et de l'empreinte chrétienne. La région est marquée par une empreinte coloniale en Inde, bien sûr, dans la péninsule indo-chinoise, en Indonésie, en Malaisie, au Myanmar donc, et aux Philippines. Elle hérite de l'empreinte donc anglaise, mais aussi française, australienne, russe et japonaise, néerlandaise et portugaise, et finalement américaine. Les indépendants sont alors amenés des gouvernances très personnalisées, avec des mouvements de bascule entre des régimes communistes et des régimes démocratiques sous influence. L'Afrique de l'Est, quant à elle, représente un archétype des problématiques de vulnérabilité. À Madagascar, 81% de la population vit sous le seuil de pauvreté. En 1810, donc le royaume malgache unifiait 18 ethnies. Les Mérinas, donc indonésiens des hauts plateaux, se font les alliés des souverains Karen et ils règnent sur les Bantous africains. Donc ces Bantous, Betsileos ou Barras des terres ou bien Sakalav sur les côtes. Donc en 1895, après plus de 2 siècles de relations et de tentatives, la France abolit le royaume et Madagascar devient une colonie en 1896. L'insurrection de 1947 ouvre la porte de l'indépendance le 26 juin 1960, mais sur le seuil, il y a quand même plus de 11 000 victimes et une société post-coloniale qui doit trouver un nouveau chemin. Aux Comores, l'esclavage est aboli en 1946. De 1886 à 1892, la France établit son protectorat sur les 3 îles des Comores, l'archipel étant placé sous l'autorité du gouverneur de Mayotte. La loi du 26 juillet 1912 rattache la colonie de Mayotte et dépendance à la colonie française de Madagascar, et c'est la loi du 24 décembre 1976 qui dote Mayotte d'un statut provisoire de collectivité territoriale de la République. Alors, au-delà de cette histoire très coloniale, la Réunion se présente quant à elle comme la bonne élève de l'océan Indien, si on peut dire, tandis qu'au Mozambique, l'exploitation de l'immense réserve de gaz fossile découverte entre 2010 et 2013 déclenche les conflits de la région de Cabo Delgado qui prennent au piège Total Energy et ExxonMobil. Donc en résumé, le Mashrek et la région Irano-Afpak. Pour ces régions, la rivalité s'ancre dans les divergences religieuses et linguistiques, arabes et farses, et les grands mouvements d'expansion et de colonisation des uns sur les autres, brouillés par les interventions extérieures aux 2 régions, anglaise et américaine en Afghanistan, anglaise et française au Mashrek, par exemple.
L'Inde et l'Asie du Sud-Est tentent un développement économique et politique démocratique et nationaliste, oscillant entre ouverture et fermeture sur fond de conflits internes. L'Afrique de l'Est, quant à elle, lutte contre la pauvreté et l'exploitation de ses ressources pour acquérir sa souveraineté économique et culturelle. Alors la complexité de ces régions, et par exemple la complexité de la région indo-asiatique, peut se lire dans les multiples présences coloniales. Mais à la suite de ce que je viens de présenter, on peut voir que les problématiques ne se résument pas à une situation néo- ou post-coloniale. Plus largement, donc, on peut voir que les risques et les crises se développent en réseau à partir de 3 lignes de force. Donc, une ligne de guerre politico-idéologique, donc avec des politiques radicalisées, une ligne de conflit socio-économique avec des politiques volonté de puissance, et puis une ligne de rupture géologique et climatique avec des politiques de souveraineté qui sont en marche. Dans ce contexte, les enjeux environnementaux sont malgré tout considérables et s'expriment par nombre de catastrophes et de crises. Donc, tremblements de terre de Syrie et Turquie, vagues de chaleur, volcans, séismes, cyclones, etc. Pourtant, en septembre 2023, je cite pour l'exemple simplement, le Maroc refuse l'aide française, notamment face au séisme qui l'a frappé. L'aide humanitaire à Gaza est pour le moins-disant désordonnée, si ce n'est empêchée. Les mouvements climato-sceptiques et les populations elles-mêmes freinent l'adaptation au changement climatique. Donc la coopération internationale est pourtant indispensable, mais elle est sans cesse à négocier et à insérer selon un ordre mélien qui la limite. La règle du jeu est posée, la justice ne s'applique pas entre deux puissances inégales. La quête de puissance reste le premier objectif. Dans ce contexte, les scientifiques s'interrogent sur leur difficulté à convaincre de l'urgence de la situation et à susciter des réponses pragmatiques. Comment articuler la régulation des risques et des crises avec les modèles géopolitiques et de relations internationales, considérant l'impact de ces modèles dans la région? Comment objectiver la lutte contre le changement climatique et pour la préservation des océans dans ce même contexte? L'opposition systématique entre coopération et conflit, projet d'union et projet de contrôle, apparaît contre-productive parce que par définition, elle est toujours au bénéfice des conflits et finalement à l'effondrement en premier lieu des plus faibles. Alors c'est autour de cette question que le think tank Rescure a été créé pour contribuer aux réponses et à ces questionnements avec tous les acteurs et les citoyens autour des questions: quelles ressources scientifiques apporter afin de promouvoir une position orientée vers la résolution des conflits et étayée par un discours qui soit non instrumentalisé, si possible non instrumentalisable, par une position mélienne, imposée, voire désirée. C'est l'objet du think tank Rescure et de la valorisation des savoirs pour tenter de partager une analyse plus syncrétique, libérée d'un monde mélien. Alors, concernant l'océan Indien, on peut s'inspirer de l'Indian Ocean Rim Association pour s'attacher à analyser les risques et les crises de façon systémique et multiscalaire, avec la volonté de prendre en compte avec discernement les enjeux de l'océan Indien. Donc, de l'analyse régionale à l'analyse globale, il s'agit d'identifier des mécanismes transversaux pour sortir du multilatéralisme compétitif, pour ne pas dire confrontatif. Donc, les différents axes de questionnement peuvent être articulés les uns aux autres, et il peut s'agir donc de celui de la sécurité et de la défense maritime conjointe,
des flux et échanges économiques, de la circulation des ressources de façon libre, du tourisme et des échanges culturels équilibrés, de la coopération académique et scientifique et technologique inclusive, en incluant la régulation des risques et des crises. En se focalisant sur un point stratégique, un travail d'enquête de terrain peut mettre en évidence les vecteurs sociétaux des risques et des crises sur lesquels intervenir ou simplement à prendre en compte dans une stratégie de régulation des risques et des crises. Donc, Madagascar, Mayotte et La Réunion sont, par exemple, des points stratégiques où surviennent des crises engendrées par les différents foyers de tension. Le cadrage scientifique, pour prendre un exemple d'enquête, peut être la problématique de l'acculturation et du savoir scientifique entre rapports de domination et influence multipolaire. Donc les sociétés apparaissent alors liées à leurs écosystèmes. Les enquêtes menées montrent que deux logiques en opposition déstabilisent aujourd'hui les pactes sociaux à Madagascar et à La Réunion, mais on peut aussi retrouver ces mêmes mécanismes dans des régions plus éloignées, comme au Mexique, en Guadeloupe et en Martinique. Alors, quelles sont ces logiques? Une logique technico-économique autour des infrastructures et une logique écosystémique autour de l'environnement écologique. Donc, ces deux logiques conditionnent la répartition du travail et la nature des infrastructures dans tous les secteurs. Éducation, santé, tourisme, énergie, transport, et par là même les risques et les crises et leurs modes de régulation. Selon une logique essentiellement technico-économique, la recherche scientifique développe des nouveaux outils, la loi normalise et régule les risques liés à ces outils, l'administration gère la prévention et la protection dans leurs usages, l'expertise scientifique surveille et alerte, la communication généralise le mode de vie auprès d'une population qui est considérée comme naïve. Selon une logique écosystémique, la population dans son ensemble identifie les ressources de l'environnement écologique, développe des usages au regard d'un calcul risque-bénéfice et adapte ces usages en fonction des situations, éventuellement des situations de crise. Elle brasse des savoirs scientifiques et des savoirs hérités dans l'ensemble de ses décisions. Donc la superposition de ces deux logiques engendre des clivages dans les groupes sociaux et à ce moment-là des forces d'entropie, donc sous-exploitation et surexploitation désordonnée, répartition inégale des infrastructures, diversité des standards dans la réalisation, conflits entre les populations, par exemple. Madagascar. Donc à Madagascar, la situation est extrêmement instable et elle est mise sous cloche par les pouvoirs en jeu. L'héritage et les traumatismes de la colonisation sont encore présents dans les usages de la population malgache actuelle. Donc il en est ainsi avec des formes de servage urbains et ruraux, jusqu'au risque généralisé avec des violences très extrêmes. Donc, un des faits divers qui a beaucoup fait parler à Madagascar en 2022 parce qu'il était assez archétypal, c'est une adolescente de 17 ans et son frère de 8 ans qui ont été retrouvés dans des champs à Morondav, donc sur la côte ouest, mutilés. Donc, un fait divers qui, dans cette région, n'est pas rare et c'est une région particulièrement pauvre. Donc, un plan réaliste de construction d'infrastructures essentielles allant de l'habitat aux énergies ne semble pourtant pas d'actualité. Au lieu de cela, on assiste à des discours qui sont parfois étonnants, comme le désir d'emmener des girafes, des hippopotames à Madagascar pour des lieux de loisirs.
Alors à Madagascar, c'est une quête aussi d'identité, parce qu'il y a aussi une identité profonde qui est très riche. Et je peux parler, par exemple, d'un chef de village qui va répondre aux besoins de sa population, qui vit dans des conditions particulièrement indigentes et qui s'occupe notamment de l'aide aux handicapés, de la nourriture, de l'économie du village, de la pêche, etc., sur un mode donc social et lié à l'écosystème. Donc, on peut parler également de l'école de formation des officiers de l'armée qui se trouve à Antsirab, donc au nord d'Antananarive, et qui montre que le positionnement politique oscille entre un très grand patriotisme, mais une volonté d'échange et une volonté d'ouverture démocratique. Donc, de nombreux acteurs de l'île sont en quête d'un modèle de développement, un modèle de développement de l'identité malgache en harmonie avec les défis géopolitiques et climatiques. Les ressources, les moyens et les coopérations possibles, donc par exemple avec le musée de la photographie ou la Fondation H d'Antananarive. Donc ce modèle de développement n'est pourtant pas celui de l'usage des ressources et du développement des infrastructures. Si l'on brasse donc cette région de l'Indonésie à la Réunion et Madagascar pour l'océan Indien, l'Anthropocène a bien démontré que les sociétés s'inscrivent dans des écosystèmes comme des éléments parmi d'autres et non plus hors des écosystèmes comme des usagers de droit. Les connaissances scientifiques ont mêlé au fil de l'eau des savoirs locaux et des savoirs expérimentaux, en biochimie concernant les médicaments, en géophysique concernant les volcans, par exemple. Les territoires peuvent être aménagés au regard des besoins des populations locales avant de représenter un atout économique international. Une nouvelle logique de construction des modes de vie est à inventer avec et par les acteurs régionaux. Donc une logique peut-être patrimoniale, quelle valeur donner au patrimoine naturel et historique? Ça peut être une logique scientifique, quel savoir intégrer pour faire consensus? Une logique de progrès, quel développement et quels standards choisir? Mais aussi une logique de société. Donc il y a un proverbe africain qui dit « la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit ». Donc cette position, volonté ou besoin de hauteur, pourrait faire l'objet d'un débat. Une feuille de route pour la régulation des risques et des crises n'est pas comme un isolat placé à côté avant ou après les décisions sociétales, mais comme un élément intégré de la décision sociétale. Également, les sciences sont avant tout porteuses de représentation du monde et de ce fait des logiques d'action des sociétés à mettre en débat. La résilience peut par exemple intégrer l'usage des lambes, donc c'est issu de ces cotonnades, les lampes de Madagascar, et plus largement l'usage des cotonnades dans l'océan Indien, comme outil de prévention, de protection, pour la santé notamment, de résilience dans son usage en situation de catastrophe, de développement économique pour la valorisation locale des ressources et des économies, à condition que l'appropriation des usages et des savoirs ne déshérite pas certaines populations. En conclusion, la proposition d'une stratégie globale de régulation des risques et des crises repose sur l'articulation entre des objectifs de défense, de diplomatie et de développement, et sur des orientations opérationnelles cohérentes, c'est-à-dire à la fois humanitaires, sécuritaires et partenaires à deux composantes clairement identifiées. Mais il y a des positionnements relatifs profondément ancrés à faire évoluer. La vision d'un ordre mélien, que ce dernier soit perçu comme incompressible, ou bien qu'il soit considéré plus ou moins honnêtement comme désirable, la main qui donne est toujours plus haute que la main qui reçoit. On peut ajuster et ajouter, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, comment aborder en commun la civilisation et le progrès? Comment abandonner le goût de la supériorité
qu'elle soit bien ou mal intentionnée, et quel espace syncrétique est possible. Peut-être en ouvrant le débat sur des problématiques transversales, d'interdépendance, la régulation des frontières, des migrations et des ressources selon un nouveau paradigme culturel beaucoup plus syncrétique, la régulation de l'espace mondial des influences par un savoir en lutte contre son instrumentalisation. Donc je m'arrêterai là et je vous remercie de votre écoute. Je me propose de répondre maintenant à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marilyn. Alors, je vais vous inviter à lever la main si vous avez des interrogations ou des remarques à faire. Et n'hésitez pas à prendre la parole et ouvrir le discours. Franck, je te laisse prendre la main. Oui, merci beaucoup, Marine, pour cet exposé très intéressant. J'ai d'abord une première petite question. Est-ce qu'on pourrait disposer de votre présentation par la suite, à la fin de la réunion? Est-ce qu'on pourrait disposer des slides? Et deuxième question, c'est, j'ai bien entendu, quand on était petit, dans ce qu'on appelle la stratégie géopolitique, on n'avait pas trop son mot à dire. Est-ce que l'accélération des conséquences du réchauffement climatique et les crises internationales, justement géopolitiques, ne vont pas accélérer cette coopération internationale, mais surtout interrégionale, nécessaire et urgente? Alors, je réponds à chaque question au fur et à mesure, je suppose. Donc, merci beaucoup pour cette question. C'est très intéressant parce qu'il y a on va dire, deux hypothèses, pas seulement deux, parce que le futur a plein d'hypothèses, mais deux hypothèses majeures. C'est-à-dire que dans ce monde, dans cet ordre mélien qui est finalement une loi, mais une loi décidée par les sociétés elles-mêmes, elles décident de leur propre loi d'action. Donc, dans ce monde mélien, finalement, le réchauffement climatique et son accélération peuvent conduire les sociétés à, je dirais, encore plus de compétition, encore plus de rivalité autour des ressources. Donc, on le voit avec des stratégies on va dire, de menaces, voire même de conflictualisation autour des ressources en eau. On l'a vu récemment avec l'Inde qui menaçait de supprimer le passage des ressources en eau vers le Pakistan suite aux dernières confrontations entre l'Inde et le Pakistan. Donc on peut avoir également des velléités, je dirais, d'appropriation des ressources comme pour les terres rares beaucoup plus importante, donc une crispation plus importante, qui va avoir nécessairement, dans les coopérations nécessaires pour la régulation des risques et des crises, va avoir des impacts négatifs. C'est-à-dire que ça va limiter les actions et la coopération dans le cadre de la régulation des risques et des crises. Et puis, il y a un deuxième chemin qui consiste à dire que les ressources étant plus pauvres, les interdépendances vont être de plus en plus importantes. C'est-à-dire que, certes, on peut bloquer des ressources ou vouloir s'emparer d'une certaine ressource, mais on va être complètement interdépendant sur d'autres ressources vis-à-vis des mêmes régions ou des mêmes pays qui souhaitent avoir ces ressources. Donc, cette notion d'interconnexion et d'interdépendance, donc on le voit par exemple pour les menaces de type radicalité, il y a une très grande interdépendance des pays. Et on ne peut pas se permettre de ne pas coopérer sur le front de cette menace-là. Ce qui fait qu'il y a des leviers d'action qui peuvent forcer, je dirais, à une raisonnable coopération. Mais le véritable enjeu de la régulation des risques et des crises, c'est comment se positionner de façon réaliste ou néo-réaliste, hein, sans complètement se fondre dans un ordre mélien, sans complètement faire abstraction de l'existence de cette compétition, mais je dirais arriver à coopérer sainement face au changement climatique.
Merci beaucoup pour votre excellente réponse. Merci beaucoup, Marilyn, pour cette réponse tout à fait bien développée. Je vais devoir, moi, vous laisser. Donc là, j'arrive à la fin de ma disponibilité. Frédéric, donc je vais te laisser reprendre la main sur les échanges. Merci beaucoup, Marilyn, pour ton intervention. Comme je vous le disais, elle sera retransmise sur YouTube le plus tôt possible. Je vous laisse finir cette réunion donc, entre vous et puis je vous souhaite une bonne après-midi et je m'excuse encore une fois de devoir vous quitter un peu trop tôt. Bah écoutez, Merci. bonne journée à tous. Et puis bah Frédéric, je te laisse la main. Merci beaucoup encore une fois Frédéric pour ta disponibilité. Qu'est-ce que je dois faire, Tom? Bah écoute, donnez la parole aux gens. Je Bon. vois qu'il y a Philippe qui a levé la main. Je sais que c'est pas très compliqué. Au pire, les gens prendront la parole tout seuls, mais je te laisse prendre Eh bien, parfait. la main. Il n'y a pas D'accord. grand-chose à faire. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, est-ce qu'il y a d'autres Donc, questions? Oui. j'y vais, je me lance. Bonjour et merci, Philippe Garnier. Donc, je suis membre du conseil scientifique de la FPCNT et par ailleurs architecte chercheur au sein de l'école d'architecture de Grenoble. J'aurais envie de poser une question d'actualité. Comment joue sur Mayotte justement la catastrophe qui a eu lieu suite au passage de l'ouragan Chido? Qu'est-ce que ça montre par rapport à la grille d'analyse que vous posez? Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à cela? Oui, je sais pas, je sais pas si ça montre quelque chose, mais ce que je peux en dire, ce que ça m'a évoqué en tout cas, et l'analyse que je peux produire, c'est que la situation globalement des Outre-mer, que ce soit donc le 13 mai, le malheureux 13 mai en Nouvelle-Calédonie, les événements de Guadeloupe en 2021 et plus anciennement, montre qu'il y a une véritable, on va dire, crispation de ces territoires. Une situation donc d'entropie ou d'instabilité, de conflictualité très très enquistée. L'arrivée de cette catastrophe à Mayotte a été, comme souvent d'ailleurs les catastrophes le font, un révélateur, puisque on sait, donc maintenant tous ici, je pense, et on partage cette idée que les crises relèvent de la vulnérabilité, des conflictualités, des déficits et défaillances des systèmes de régulation de ces catastrophes, en très grande partie. Et ce qui a fait de la catastrophe de Mayotte une véritable crise, qui a renforcé les aspects désastreux, ce sont ces vulnérabilités des territoires. Donc, ce qui a fait que les infrastructures n'étaient pas là, ce qui a fait que les réactions n'étaient pas forcément très bien coordonnées, ce qui a fait que voilà, il y a eu des difficultés qui auraient pu limiter les effets de Chido. Donc ça, c'est une première chose, je dirais, un consensus aujourd'hui qui est assez bien accepté. La deuxième chose, je pense que ça a été la nomination d'un ministre des Outre-mer et d'une décision de prendre en charge ce dossier. C'est une décision qui vient répondre à un besoin qui avait été exprimé très tôt, il y a 2 ou 3 ans, lors d'une discussion à la DGS-CGC et au plus haut niveau, d'exprimer que les territoires ultramarins étaient des territoires dans cette situation donc de conflictualité, de déficit infrastructurel, et qu'ils se sentaient d'une manière globale, c'est-à-dire pas seulement la population entre guillemets appelée locale et la population entre guillemets appelée métropolitaine, parce que ça ne se pose pas comme ça sur les territoires, mais la population dans son ensemble se sentait abandonnée. Tout le monde sur ces territoires tente de bien faire, tout le monde tente de coopérer,
tout le monde fait son maximum pour développer des outils de prévention, de communication, de régulation, de partage, des réunions, etc. Mais la problématique est tellement profonde et tellement difficile. Vous savez bien, quand on est dans le problème, c'est difficile d'avoir soi-même la solution. Il faut un pas de côté, il faut une personne extérieure pour nous amener à éventuellement trouver de nouvelles voies de dialogue. Et donc, cette proposition ayant été faite, elle a mené son chemin et il y a eu donc cette décision de mettre les moyens pour qu'il y ait de véritables discussions, des échanges, mais cela prend du temps, puisque les gens doivent sortir aussi d'un passé, doivent sortir d'habitudes d'interaction les uns avec les autres, doivent retrouver confiance, doivent réapprendre à échanger. Et puis, ça demande aussi beaucoup de créativité parce que les solutions ne sortent pas du chapeau des lapins qu'on ne trouve pas forcément sur ces îles. C'est ma réponse. Merci. Je me permets de poser une toute petite question complémentaire justement par rapport à Mayotte. Est-ce qu'on peut envisager que ces solutions soient uniquement mahoraises au sens de l'île de Mayotte, ou est-ce que je réponds peut-être déjà à la question, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité absolue de réfléchir de manière un peu plus large au niveau régional, en tout cas à l'échelle des Comores et probablement bien au-delà, quoi. Alors j'avoue que je ne me sens pas forcément de répondre pour les Mahorais. C'est-à-dire que... alors je dois quand même préciser que je n'ai pas fait de terrain à Mayotte, donc déjà ça limite mes réponses, d'une part. Et d'autre part, de ce que j'ai vu sur les autres territoires d'outre-mer, donc essentiellement caribéens et réunionnais, mais aussi post, je dirais, territoires d'outre-mer, donc décolonisés, des pays aujourd'hui comme Madagascar, c'est que les solutions sont à trouver par les territoires eux-mêmes. Et donc, le rôle d'un pilotage autour d'une régulation de différents risques et crises, voire d'un pilotage politique, ça n'est pas d'apporter une solution, mais c'est d'engager les moyens qui permettent au territoire de trouver sa solution. C'est un rôle méthodologique, je dirais. Ce n'est pas un rôle de solution en prêt-à-porter. Oui, j'aimais bien l'expression que je fais souvent mienne de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, alors Merci. j'ai dit ça parce que également, je voulais souligner cette idée que voilà, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. C'est vraiment un positionnement qui n'est pas du tout mal intentionné, qui n'est pas du tout, je dirais, voilà, qui n'a pas un objectif de faire le mal, mais qui a des effets négatifs pour les deux parties, ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Et donc, il y a un rééquilibrage à faire. Si je peux me permettre d'être un tout petit peu plus longue, lors des discussions, le terme d'acculturation avait été évoqué pour expliquer que cette acculturation, elle était grippée. C'est quelque chose de naturel. Quand des personnes vivent ensemble, eh bien, elles mélangent et elles mergent leur savoir, leur mode de vie, leur culture, etc. Et aujourd'hui, ce mécanisme essentiel, fondamental des sociétés est grippé. Et la première réaction de l'ensemble des personnes est toujours de dire on va acculturer les autres. Mais non, c'est un, je dirais, c'est un, comment dire, on peut, c'est un non-sens. C'est-à-dire que l'acculturation, c'est à double sens. On ne peut pas acculturer dans un seul sens. Et donc, il y a
il y a aussi cette finesse de compréhension qui prend du temps, non seulement à comprendre, mais surtout à s'approprier, à vivre et à voir comment les choses peuvent se jouer tout à fait concrètement. Voilà. Excusez-moi, j'ai tendance à être longue. Merci. Je vais me risquer à poser une question. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Votre présentation est extrêmement riche. Alors, je ne savais pas trop par quoi commencer, mais dans la situation de crise, de manière générale, je commencerai en disant que dans l'équipe de gestion de crise, un des aspects essentiels de l'efficacité de la résolution de la gestion de crise, c'est effectivement que chaque acteur s'harmonise en termes de communication avec les autres. Ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, vous avez évoqué, entre autres, parce que c'est très riche, je ne sais plus à quelle occasion, une espèce de schizophrénie ou de tiraillement, disons, entre des approches des développements locaux et puis des approches plus, locales, par exemple des infrastructures, et puis des approches plus, entre guillemets, capitalistiques de type exploitation de ressources naturelles, tourisme, etc. Donc on peut comprendre déjà qu'au niveau des populations locales, soit très difficile à gérer, indépendamment de la posture des leaders, des gouvernants politiques. J'avais une question par rapport à, disons, vous entrevoyez, enfin vous laissez entrevoir une certaine lumière au bout du tunnel pour trouver, disons, une gouvernance plus équilibrée. Est-ce que dans ce maelstrom et dans cette perspective d'une lumière difficile à voir, est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez commencé à faire, disons, un inventaire de populations, de sociétés, de communautés qui sont suffisamment matures, entre guillemets, dans leur discours pour pouvoir tenir stabiliser un discours construit et constructif qui puisse déboucher dans ce contexte. On pourrait peut-être penser aux Polynésiens là, qui sont à Nice actuellement, qui s'expriment. Est-ce que vous avez, disons, une cartographie, un inventaire, ou du moins un début d'inventaire ou d'identification? Je n'ai pas du tout de début d'inventaire à ce sujet. Ce serait très intéressant de lancer une démarche d'enquête là-dessus pour voilà, systématiser un peu cet inventaire. J'ai noté à de nombreuses reprises que l'Indonésie était citée en exemple. Elle a été donc une des premières, pas la seule, mais une des premières à déplacer sa capitale. Elle a été également une des premières à fonder son institut pour la résilience. Je sais également que du côté donc de l'Inde et du Pakistan, il existe donc des recherches sur la gestion de crise qui sont extrêmement Allô, pardon, pointues. je me suis déconnecté, excusez-moi, je suis confus. Désolée. Donc, je disais que du côté de l'Inde et du Pakistan, il existe des instituts qui sont extrêmement pointus parce que ce sont des régions qui ont malheureusement une grande expérience des catastrophes. Oui. Et donc, voilà, je n'ai pas fait un inventaire. Ce serait vraiment une très bonne chose que de pouvoir faire cet inventaire. La chose que j'ai pu constater, c'est que dans le cadre des enquêtes, donc du coup, qui sont beaucoup plus, on descend vraiment sur du local, il n'y a pas forcément de groupe ou de lieux bien délimités dans lesquels il y aurait du savoir par rapport à des lieux ou des groupes
bien délimité dans lequel il n'y aurait pas de savoir. En revanche, de manière très distribuée, il y a partout, chez tous les acteurs, dans tous les territoires, certains acteurs, certaines personnes, de par leur engagement, de par leur culture, de par leur personnalité, etc., qui ont voilà, des connaissances, des savoirs, des pratiques, des usages, qui sont parfois seuls, qui sont parfois voilà, dans un réseau de pratiques, et que eux ne sont pas forcément bien identifiés. C'est assez informel. Mais il y a beaucoup de bonnes personnes. Oui, si je peux faire une petite parenthèse, Pascal Perru, effectivement, en tant qu'ultramarin, il y a aussi des transmissions qui sont faites de la part des anciens et qui permettent d'avoir euh, une analyse un peu plus fine de certaines situations. Et c'est vrai que en termes d'a- d'adaptation de la part par exemple, de l'État, hein, qui souvent ne tient pas compte des spécificités locales et adapte des, des lois un peu, on va dire, ou des actions un peu nationales qui ne tiennent pas compte de- du local ou de l'expérience locale. Donc, c'est vrai que ce point est quand même assez important et il est très puissant au niveau du Pacifique parce qu'ils ont une autre relation avec la terre, avec leurs ancêtres, beaucoup plus que sur les Antilles. Et je pense que sur l'océan Indien, c'est aussi un peu comme ça, mais ça reste assez particulier puisque les, les traditions séculaires sont quand même euh, assez importantes, restent assez importantes. Mais j'étais à l'AFD la semaine dernière euh, sur un événement appelé Perspective Outre-mer. Effectivement, le représentant de Mayotte, du CESE de Mayotte, qui a fait une intervention, par exemple, pour les aires marines protégées, disait que le, les, les spécificités locales n'étaient pas prises en compte dans la mise en place de ces dispositifs. Voilà, je ne serai pas plus long. La façon dont je vois les choses, qui peut être débattue, hein, qui peut être discutée, c'est qu'effectivement, il y a des connaissances et des pratiques au niveau local, et qu'au niveau régional, ces connaissances et ces pratiques locales sont prises en compte dans le cadre d'une vision globale, donc en les articulant avec d'autres problématiques sécuritaires, économiques, politiques, etc. Mais elles sont prises en compte au niveau global. Elles sont prises en compte au niveau régional. Ce qui fait que il est rare qu'au niveau local, il y ait l'opportunité de créer des nouvelles solutions, des nouveaux savoirs, en ayant l'opportunité de réfléchir au compromis entre le local et le global. Donc, je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais comment est-ce que je pourrais le dire plus simplement? J'ai tendance à emberlificoter les choses. Je dirais que le local est toujours limité à penser à son niveau et le global se réserve quelque part l'opportunité de penser
le local et le global, mais au niveau général, de faire le compromis. Et je pense qu'il y a, par exemple, des connaissances qui ne sont pas données aux acteurs locaux en termes de défense, en termes de sécurité, en termes de problématiques économiques, en termes d'infrastructures, etc. Et que c'est bien dommage, mais c'est un avis très, voilà, très personnel, là, pour le coup. Euh, Pardon, si je peux vous poser une question. J'ai trouvé l'exposé très, très riche et, et très accentué d'ailleurs, effectivement, sur les aspects stratégiques et politiques. Euh, Mon interrogation, elle est, je pense qu'hélas, même avec les meilleures volontés du monde, même avec la meilleure écoute locale, il y a une chose qui est incontournable, c'est la capacité économique de faire face aux choses. Ce qui me dicte dans cette interrogation, c'est que Mayotte, je suis assureur, hein, historiquement, Mayotte, le cyclone qu'a subi Mayotte, c'est un petit cyclone. C'est malheureux à dire, n'y voyez pas de la provocation, mais ça veut dire que si ce même cyclone était survenu aux Antilles, il leur aurait été presque, non pas un non-événement, mais un petit événement. Et donc là, il y a un vrai sujet, en fait. La résilience, bien sûr que vous avez évoqué un cas qui me paraît extrêmement prégnant et fort. Lorsque dans un pays, on déplace la capitale, effectivement, là, c'est une volonté politique et qui ne se fait pas comme ça. Mais dans grand nombre de cas, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un tel extrême. Je pensais à ça et je m'arrête, hein, pardon. Aux Pays-Bas, s'ils n'étaient pas riches comme ils sont, les Pays-Bas, ils seraient déjà sous l'eau. En fait, je force le trait, les Pays-Bas sont un pays qui s'est mis en situation de résilience parce qu'il en avait les moyens. Et attendre que dans l'océan Indien ou dans d'autres, et j'ai fini, hein, on ait les mêmes yaka, le yaka me paraît moi compliqué. Alors peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, hein, mais moi je suis un peu pessimiste. Voilà, c'était ça mon impression, mais je n'attends que de me faire contredire. Merci. je sais pas, je suis pas pessimiste ou optimiste, j'essaye d'être réaliste. Euh, Est-ce que c'est pas dans l'autre sens? Est-ce que c'est pas parce que petit à petit, on se donne les moyens de résilier? Alors ça se fait pas en un jour, hein. Est-ce que c'est pas comme ça, petit à petit, patiemment, qu'on construit de la richesse? C'est-à-dire, est-ce que les Pays-Bas seraient aussi riches s'ils n'avaient pas, au cours des siècles, petit à petit et très lentement, protégé leur territoire? Oui, oui, c'est une priorité, vous avez raison. On nous parle là, face à la guerre, de faire un effort militaire. Eh bien, pour la résilience, il faudrait dire il faut mettre de l'argent, parce que sinon, les territoires qui sont les plus exposés, s'il n'y a pas les moyens qui commencent à être mis en place, eh bien, effectivement, ce sera compliqué. Après, je ne sais pas non plus sur le côté financier. Quand j'ai parlé dans ma présentation du LAMB, c'est une espèce de cercle vertueux, c'est-à-dire que ces cotonnades qui sont un tissu local et puis le coton est une production qui peut être locale, ben, il y a une exploitation combinée qui peut avoir des ouvertures économiques, donc la culture du coton, qui peut avoir des ouvertures éducatives, puisqu'on peut se servir des savoirs, du tissage, de la mode, de la réalisation des vêtements au niveau, je dirais, de l'amélioration de la condition de vie de certaines populations vulnérables, en particulier les femmes. Et puis, on a
résilience possible avec l'usage de ces cotonnades, que ce soit dans le mobilier, que ce soit dans le vêtement, que ce soit dans le hamac de secours, dans la protection anti-déshydratation. On peut penser aux vêtements des nomades du désert, etc. Donc, je vais me permettre de boucler sur la remarque de Frédéric Tatou. On a besoin d'harmonie, on a besoin de coordonner des actions, oui. Ce que je trouve aujourd'hui qui manque, c'est l'intégration. C'est-à-dire que chacun pense ses actions dans son univers mental et physique, mais en fait, il n'y a pas forcément un tous ensemble qui construit une action qui est pas la somme des parties, justement, hein, le tout n'est pas la somme des parties, mais qui est une construction commune, qui est un aboutissement. Et je dirais qu'un outil de résilience, quel qu'il soit, c'est pas une infrastructure plus de l'argent, plus un projet éducatif, plus le tout n'est pas la somme des parties. La résilience n'est pas la somme de tous ces projets. C'est un projet intégré à la fois infrastructurel, éducatif, etc., autour d'une idée qu'il a. Voilà, c'est là où ce sont aux acteurs de créer. La gestion de crise, c'est de l'improvisation et de la créativité. On le sait maintenant. Et excusez-moi, avec vos travaux, vous avez pu travailler sur Saint-Pierre et Miquelon, puisque c'est quand même, à part les Hauts-de-France et le Pas-de-Calais, la première, le premier territoire qui déplace euh, tout un, toute une population et toute une zone géographique. Alors, excusez-moi, je n'ai pas entendu le début de votre question. Alors, avez-vous travaillé sur le Saint-Pierre et Miquelon? Non, je n'ai pas travaillé sur Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai fait des missions assez longues, donc sur la Martinique, la Guadeloupe, avec des contacts voilà, sur Saint-Barth, des missions assez longues au Mexique, à La Réunion et à Madagascar. Désolée de zapper, avec voilà, des contacts par rapport au Mozambique et à la côte ouest. Voilà, pour ce qui concerne l'aspect maritime et insulaire, mais il y a beaucoup reste à faire. Qu'à Saint-Pierre et Miquelon, il y avait la volonté au sein du territoire de faire ensemble et de ne pas laisser l'État prendre la main et de trouver des solutions de déplacement ou de reconstruction, puisque il faut reconstruire une ville, donc dans une zone beaucoup plus sécuritaire. Donc, apparemment, jusqu'à maintenant, je pense que c'est un des bons exemples que nous avons sur l'outre-mer français, euh, de, du premier territoire qui sur plusieurs années, a travaillé sur une problématique de déplacement de population. Et il y a Régis qui a levé la main, je crois, Oui, pour une question. oui, c'est plutôt une question et commentaire. Enfin, déjà, je voulais vraiment remercier le conseil scientifique d'avoir organisé cet échange parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'était vraiment très éclairant. Là, tout le début de votre intervention sur le dialogue mélien, du coup, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allé regarder, etc. Et ça résonne tellement par rapport à la situation actuelle. Enfin, c'est absolument passionnant. Et finalement, on a le dialogue mélien versus
le dialogue international, type ONU, NDRR, etc. Et bon, on verra ce que ça va donner. Et moi, ma question, c'était, parce que j'ai eu la chance, et je salue d'ailleurs Franck Brachet, là, qui est là en ligne, d'aller il y a 1 an et demi, 2 ans, faire une petite mission à la Martinique, et notamment sur le territoire là, du Lamentin. Et puis là, je fais une mission en ce moment pour le compte de la FPCNT, un petit peu dans le même esprit d'ailleurs que Frédéric, parce que ce sont des missions un peu d'expertise qui apportent normalement un certain savoir à la FPCNT. Je fais une mission au Kerala. Je ne sais pas si vous connaissez le Kerala. Et donc, je voulais juste vous faire un commentaire parce que moi, ce qui m'a frappé, j'ai discuté de ça avec Franck, puisqu'on justement, on est parlé, je partage aussi tout ce qui a été dit sur le cyclone, qui n'était finalement pas un si grand cyclone, enfin, même si c'est assez horrible de dire ça. Mais quand on a fait la mission avec Franck à la Martinique, on leur dit, mais attention, vous avez eu des très très grands cyclones au 19e siècle et vous les avez un petit peu oubliés. Et c'est pas parce que vous en avez régulièrement qu'on ne peut pas en avoir des beaucoup plus grands. Et donc, il y a une espèce de. À la fois, on est bien préparé, mais on n'est pas vraiment préparé au pire. Et je voulais justement signaler l'état de la Dominique, qui est entre la Martinique et la Guadeloupe. Et moi, ça m'avait vraiment frappé parce que j'avais vu, ils s'étaient tapés un énorme cyclone donc quelques années avant. Et donc, il se voulait l'État le plus résilient du monde, hein, donc la Dominique. Et je trouvais ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'échange entre la Dominique, la Martinique et la Guadeloupe, quoi. Alors qu'on a un territoire justement qui a été très impacté. C'est un peu ce que vous disiez, c'est finalement, il y a tellement de considérations géopolitiques. Et moi, ça m'a vraiment frappé. Je ne connaissais pas du tout les Antilles, hein, mais de voir à quel point finalement ces territoires n'avaient pas à se parler juste à côté, hein, alors qu'il n'y a même pas de bateau qui vont régulièrement d'un territoire à l'autre. Et je pense par exemple que l'expérience dominicaine doit être très intéressante pour la Martinique et la Guadeloupe. Et même chose pour le Kerala. Si vous ne connaissez pas le Kerala, je vous encourage vraiment à regarder ce qui se passe au Kerala, puisqu'ils ont un programme de développement de la résilience qui est énorme, qui est financé notamment par la Banque mondiale, l'AFD, hein, et qui fait suite en fait à une mousson très très importante en 2018, hein, parce que c'est le sud de l'Inde, et donc ils se tapent la mousson de manière très violente. Il y a eu 400 morts, il y a 1 million de déplacés, et ils ont un programme aujourd'hui énorme de développement de la résilience, et je trouve que le Kerala, c'est intéressant, et je ne veux pas du tout donner d'avis politicien par rapport à ça, mais c'est un État qui est très spécial en Inde. C'est un État qui n'est pas très grand, d'ailleurs, comparé à la France, par exemple, à l'Hexagone. Et en fait, ils ont une approche qui est vraiment à tous les niveaux. Et alors, c'est aussi parce que depuis l'indépendance, c'est le Parti communiste indien qui est très présent, hein. Donc, c'est, paraît-il, les États où il y a le moins d'analphabètes, où il y a le plus d'équilibre entre les genres, etc. Enfin, assez tolérant religieusement. Ça a pas mal d'ailleurs d'analogies avec la Réunion. Et moi, quand j'étais, on essayait aussi de développer un partenariat entre le Kerala et la Réunion. On leur a dit, mais il y a peut-être des choses à faire entre vous, là. Et même si alors, la Réunion, c'est tout petit par rapport au Kerala, mais je voulais juste vous signaler ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça passionnant, vraiment, votre exposé, dialogue médien. Alors, j'ai adoré. Je pense que Trump devrait lire un petit peu tout ça, voilà, hein. Mais, ou ses conseillers, du moins. Mais juste savoir si vous connaissez l'exemple de la Dominique, connaissez l'exemple du Kerala. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage vraiment à les travailler. Et donc, je pense que ça peut être très, très utile par rapport à vos travaux de scientifique. Moi, je ne suis pas du tout scientifique, hein, je suis gestionnaire, on va dire. Je fais un peu de formation, de conseil, etc. Mais j'ai trouvé ça vraiment très, très bien, tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces remarques et ces perspectives. L'idée de faire des liens entre différents territoires au-delà des frontières méliennes, c'est quelque chose qui, pour la résilience, c'est une ouverture formidable. Et oui, ces savoirs, il y en a au Kerala, il y en a en Dominique. Alors, j'avais en Martinique croisé nombre d'acteurs, dont tous très, très intéressants d'ailleurs, et notamment les navigateurs, donc beaucoup de personnes qui sont en voilier et qui passent de région en région. Et eux, en fait, font des liens très, très forts entre les différentes régions et on les entend souvent assez peu. Et la navigation, c'est une très belle métaphore de la régulation des crises et de la résilience. Il y a beaucoup d'ouverture là-dessus. Donc oui, je voulais juste ajouter pour Pascal Pierre-Louis que tous ensemble, c'est pas toujours le chemin le plus facile parce que c'est par exemple, oui, tous ensemble, mais l'État avec la population avec l'État. Donc c'est pas toujours que les personnes qui s'entendent bien. Ah, c'est sûr. Et c'est ça qui est difficile à réussir. Voilà.
Mais si je peux juste rebondir sur ce que vous avez dit, enfin, je pense que ça mériterait qu'il y ait des chercheurs francophones, français, qui travaillent par exemple sur la Dominique et qui fassent connaître. Parce que moi, j'ai cherché, quand j'étais à la Martinique, j'ai cherché justement un peu d'informations là-dessus, je n'ai pas trouvé grand-chose. Et je pense que faire connaître les travaux de la Dominique, les difficultés qu'ils ont, les progrès qu'ils ont, etc., je pense que ça pourrait être très utile pour la Martinique et la Guadeloupe. Après, je parle vraiment scientifiquement, hein, pas institutionnellement, je pense que c'est beaucoup plus compliqué, voilà, pour tout un tas de raisons que vous connaissez par cœur, y compris notre collègue là, donc, antillais, là. Mais je pense que déjà, faire des échanges scientifiques, ça serait, à mon avis, extrêmement utile pour ces territoires. Alors, il y a quelques échanges qui se font au niveau de l'Université des Antilles, mais c'est vrai que institutionnellement, c'est un peu compliqué parce que c'est la France qui prend la main sur la coopération parce que la Dominique reste un pays, donc et depuis à peu près la fin de l'année 2024, la Martinique est devenue un État associé du CARICOM. Donc, ça permet justement d'établir de meilleures relations au sein de toutes les îles donc, du CARICOM et de pouvoir mettre en place des actions. Alors, c'est vrai que au niveau scientifique, il y a beaucoup d'actions qui sont faites par la Banque mondiale qui finance pour Sainte-Lucie, pour la Dominique, des actions de coopération concernant la résilience. Et souvent, ben, la Martinique et la Guadeloupe ne peuvent pas collaborer dans ces missions et dans ces collaborations. Voilà, mais il y a des choses qui se font. Et vous devriez profiter de la FPCNT pour justement appuyer ces collaborations. Je pense que ça peut être un bel outil pour aider à ça. Parce que je comprends qu'au Oui, tout niveau à fait, étatique, tout c'est à fait. compliqué, mais le volet scientifique, vous voyez, le volet connaissances, échange des connaissances, on ne parle pas de refaire le monde, hein. On ne refait pas les grands équilibres géopolitiques ou géostratégiques dans ce coin-là, mais déjà favoriser. Que vous sachiez vraiment très très bien, dans les Antilles, ce qui se passe dans la Dominique. Je pense que ça serait. Je vous dis, moi j'ai cherché, j'ai trouvé très peu de choses, hein, Déjà et dans je le pense que cadre de Caribwave, donc cette mission de sensibilisation à la prévention des tsunamis qui se fait chaque année, bien sûr, il y a donc une grosse relation entre les pays caribéens et souvent ben, la Martinique et la Guadeloupe sont un peu euh, euh, pour des raisons, on va dire, franco-françaises, hein, souvent, puisque ouais. sur, par exemple, le Caraïbes Wave 2023, où nous avons organisé pour le Lamentin des évacuations de jeunes, eh ben, il y avait un secrétaire d'État en Guadeloupe et la grève pour les retraites en Martinique. Donc, le jour de Caraïbes Wave, on n'a pas pu faire des exercices. Donc, ça a été fait le mois d'après. Donc souvent, on est contraint malheureusement à des problématiques qui ne sont pas de notre fait, mais ça reste compliqué, mais on veut y parvenir avec le groupe Outre-mer de la FPCNT, avec Franck, travailler à soit une collaboration plus active. Euh, oui, c'est Mais je pense qu'une mission scientifique de FPCNT à la Dominique, à mon avis, ça serait super intéressant. On apprendrait beaucoup. Oui, Ah, ok. tout à fait. Je suis d'accord avec les deux interventions, celle de Pascal et de Régis, pour tout ce qu'il a dit sur Kerala. Effectivement, en plus, c'est très densément peuplé, ce qui est justement l'inverse de ce qui se fait aux Antilles, où il y a un vieillissement de la population, un problème de gérontologie. Donc, avec les risques majeurs, c'est un élément supplémentaire d'inquiétude en cas d'évacuation et même de pouvoir sensibiliser les populations. Je voudrais rebondir justement sur ce que Pascal disait, c'est que on l'ignorait jusqu'alors, c'est que en faisant une réunion avec la DGOM, avec l'ancienne directrice générale, qui était la préfète Broca à l'époque, elle nous avait dit qu'il y avait, en fait, il existe 3 ambassadeurs dans les 3 bassins
Atlantique, Océanique et Pacifique, qui sont à la disposition justement pour pouvoir mener des coopérations interrégionales avec les autres pays, parce qu'on pensait qu'il fallait passer par le ministère des Affaires étrangères. On nous a dit non, qu'ils étaient là pour ça. Et donc, ce que vient de dire Régis prend tout à fait sens. Pourquoi? Parce que en octobre, novembre l'année dernière, j'ai été invité par la ville du Lamentin. Il y a une coopération interrégionale avec la Caraïbe. Et je rappelle que la Caraïbe, c'est 250 millions d'habitants. On pense généralement aux petites grandes Antilles. Non, c'est des pays d'Amérique du Sud, mais ça englobe le Mexique, une partie de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire Miami, etc. Mais c'est 250 millions d'habitants qui ont à peu près les mêmes problématiques sur les risques naturels majeurs. Et donc, pour répondre à Régis, il y avait une délégation, le maire du Lamentin a anticipé, il avait mis en place une coopération, la coopération interrégionale internationale avec les Caraïbes. Et donc, il y a eu la Dominique et puis Sainte-Lucie qui sont venus au Lamentin en octobre et en novembre. Donc, on a pu échanger effectivement pour conforter ce que disait Régis. Il se passe beaucoup de choses dans tous ces États, dans tous ces petits États qui mettent en place des missions de sensibilisation, mais surtout de résilience, c'est-à-dire des solutions préconisation qui ont l'air de fonctionner chez eux et qui pourraient être connues, c'est ce que disait Régis, et pour être transposées sur d'autres territoires. Donc, ça a commencé, cette coopération interrégionale. Ce n'est pas suffisant parce qu'effectivement, on ne sait pas dans le qui fait quoi entre l'État, le ministère des Affaires étrangères, parce qu'il y a la question géopolitique qui est très importante, mais aussi commerciale. Je rappelle que vous avez cité dans votre présentation le Mozambique en 2022. Effectivement, il y a eu 2 cyclones majeurs qui ont ravagé 200 000 morts 2 fois en une semaine. On n'en a pratiquement pas parlé en France. Mozambique, sont les voisins de la Réunion, pratiquement. Et de Mayotte, juste à côté. surtout. C'est juste à côté de Mayotte, etc. Et donc, on n'en a pas parlé. Donc, comment font-ils pour survivre dans un pays aussi pauvre, avec d'autres problématiques? Ce serait bien qu'on ait aussi des échanges sur le plan universitaire, scientifique, avec l'ensemble de ces populations et acteurs. Et donc, je vous invite justement à pouvoir prendre le train en marche. J'avais participé à la réunion inaugurale à Sciences Po avec la chaire Outre-mer qui est une réalité. Il y a une nouvelle directrice qui trouvait effectivement que ça ronronnait un petit peu. Et donc, elle a lancé de nouveaux axes de recherche, y compris sur ce que vous avez dit dans votre présentation, sur les relations interrégionales, les bassins océanique, pacifique. Et donc, ça permettrait justement de pouvoir tisser ce lien et ce réseau des réseaux scientifiques. En tout cas, merci encore, c'était très intéressant. Merci beaucoup, ce sont des très belles idées. Je suis contente que ça vous ait plu. L'idée de mission, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est pour ça que ça prend pas mal de temps. Je suis restée plusieurs mois et plusieurs mois sur chaque territoire, avec une volonté à la fois d'interviewer, mais aussi de vivre et d'être au contact des personnes, d'interviewer des personnes officielles et des acteurs locaux. Je crois que les missions de terrain sont absolument essentielles, ne serait-ce que pour le lien humain. C'est-à-dire qu'un réseau de coopération, s'il n'y a pas des personnes qui le font vivre et qui se connaissent et qui se téléphonent et qui se parlent, ça ne fonctionne pas. Et peut-être la deuxième chose aussi, oui, complètement, des missions qui sont au niveau de la coopération et pour un réseau, un véritable réseau d'échanges et de promotion ou de créativité autour de la résilience,
alors sur la toute petite part de l'échange des savoirs, des discussions, simplement partager, voilà, simplement partager des points de vue. Le think tank Rescure est tout à fait dans cette optique-là et serait ravi de participer. Après, c'est vrai qu'il y a tellement comment dire, d'initiatives. Il y a les grands exercices, il y a les campagnes de sensibilisation, il y a, enfin voilà. Et donc, du coup, nous, du point de vue scientifique, on est vraiment plus sur le partage, avec l'idée que ça va créer un savoir commun de fait. Si vous parlez Oui. avec un gars, ça crée un Bon. savoir commun de fait. Mhm. Il n'y a pas Oui, besoin de... pour rebondir à ce que disait tout à Merci. l'heure un collègue, il disait qu'il était pessimiste. Il faut être entre les deux pour pouvoir avancer. Et en même temps, je rappelle que la Polynésie, c'est la superficie à peu près de l'Europe, avec des milliers d'îles. Il y a une île habitable qui disparaît chaque jour. Et donc, il y a plus qu'une urgence. C'est bien de se réunir et agir, c'est beaucoup mieux. Bon, excusez-moi, j'interromps. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, une question urgente, une frustration. En tout cas, merci infiniment, Marilyn, c'est passionnant. Alors personnellement, je dois dire que ça m'a vraiment donné envie de me pencher davantage sur l'outre-mer. Bon, j'ai commencé à le faire en ce qui concerne le traitement des déchets post-Chido à Mayotte. Et ça pourrait être un sujet, mais en tout cas, vous avez soulevé et proposé, disons, des ouvertures, des pistes et des éclairages tout à fait passionnants, riches, et on espère partager quand même une touche d'optimisme entre nous. Donc, souhaitons que, en conclusion, et je ferai passer le message à Tom, et je pense que d'autres le feront, je pense que c'est vraiment quelque chose à développer, et que pour la FPCNT, il faut il est important et je dirais urgent qu'on se retrousse les manches et pourquoi pas travailler avec votre institution, Rescure. Voilà, je propose de conclure là. Merci infiniment. Merci à tous les participants et donc on peut espérer à bientôt et d'intensifier les échanges intra-FPCNT et avec l'extérieur dans une perspective scientifique, d'échange de bonnes pratiques et de connaissances réciproques. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. C'était superbe. Merci.